Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser les différentes options stratégiques, militaires et les implications géopolitiques de cette attaque américano-israélienne de l'Iran. Je vous l'avais dit, il n'y avait aucun doute sur la volonté américaine d'attaquer cette accumulation de force, mais aussi l'évacuation des bases qui étaient autour de l'Iran ne laissait pas de doute quant à la volonté de protéger les militaires américains qui sont normalement déployés dans la région. Et puis il y avait une accumulation navale, aérienne et également terrestre qui était absolument gigantesque, avec en particulier 9 destroyers de la classe Harley Burke qui peuvent théoriquement tirer 90 missiles de croisière Tomahawk chacun, dont certains ont aussi la capacité de défense aérienne avec des missiles type SM-2 et SM-6 à capacité anti-balistique, c'est-à-dire pour protéger des pays ou des bases aériennes ou alors des flottes navales elles-mêmes. Il y a également au moins un sous-marin de la classe Ohio qui sont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc des sous-marins pour la guerre nucléaire qui ont été transformés pour en faire des plateformes de lancement de grandes quantités de missiles avec 22 fois 7 missiles qui peuvent être lancés de tous les tubes qui sont disposés de part et d'autre du sous-marin. Ensuite, il y a le groupe aéronaval autour de l'USS Abraham Lincoln qui peut transporter entre 60 et 70 avions de chasse, dont 40 F-18, une douzaine de F-35C, dont ce serait aujourd'hui le baptême du feu, ainsi que 7 avions de guerre électronique offensifs qu'on appelle les Growlers, qui doivent permettre d'empêcher toutes les communications radio et le fonctionnement des radars, sachant que l'immense majorité de la défense aérienne iranienne a déjà été détruite à plusieurs reprises, et notamment dans des attaques qui ont eu lieu en juin dernier. Ensuite, à tout cela, il faut ajouter ce qui est en Méditerranée, avec au moins encore 2 frégates à Aegis, ainsi qu'un autre groupe aéronaval, l'USS Gerald Ford, qui compte entre 75 et 90 avions, du même type que ceux qu'on a sur l'Abraham Lincoln, mais en plus des moyens de la marine, évidemment, il y a l'armée de l'air qui est répartie tout autour de l'Iran, avec probablement au moins 36 F-35, une douzaine de F-22 de supériorité aérienne qui ont été pris avec des images satellites chinoises et qui ont révélé leur déploiement, jusqu'à 48 F-16 et 36 F-15, probablement 18 avions A-10 d'attaque au sol, à quoi il faut ajouter tous les avions spécialisés avec une douzaine de KC-46 et jusqu'à 30 KC-135 de ravitaillement en vol, au moins 3 avions pour le relais de communication de type E-11A, il y a 6 avions radars Sentry, probablement plus, mais en tout cas on en a détecté 6, et possiblement toute l'armada de bombardiers américains qui se trouve à Diego Garcia, dont les fameux B-2 avec leur bombe GBU-57 qui a été utilisée en juin dernier pour frapper dans les centres d'enrichissement nucléaire et être capable de les détruire en grande profondeur dans des bunkers. Ensuite, à tout ça, si ce n'est pas suffisant, vous avez évidemment les moyens de l'armée de terre, potentiellement des drones à longue portée, des missiles sol-sol, comme on a vu avec l'attaque MS par exemple, massivement utilisée en Ukraine avec beaucoup de succès, et également l'armée israélienne qui est engagée également et qui est prête à accumuler encore une fois toutes ses forces, et on sait à quel point même tout seul, ils ont déjà une capacité de venir frapper jusque dans la très grande profondeur de l'Iran, sachant accessoirement qu'ils ont aussi des hommes au sol qui ont déjà été utilisés plusieurs fois pour pouvoir liquider des membres du régime ou alors des scientifiques impliqués dans les programmes d'armement iraniens. Pour pouvoir faire face à une éventuelle rétorsion iranienne après les frappes qui étaient prévisibles, les Américains ont déployé également tous les systèmes de défense aérien à leur disposition tout autour de la zone, avec des renforts très importants qu'on a vu arriver avec des dizaines d'avions qui ont fait des rotations depuis les États-Unis et depuis l'Europe, en particulier le système THAAD qui est déployé sur place, qui est conçu pour intercepter les missiles balistiques avant qu'ils redescendent dans l'atmosphère, et évidemment le système Patriot qui est capable d'intercepter les missiles de croisière, les missiles balistique tactique et à peu près tout ce qui va voler, même si on sait très bien que l'armée de l'air iranienne aujourd'hui, elle est déjà inexistante. Sans oublier évidemment les moyens antibalistiques qui sont sur les navires de la marine qui sont déployés en Méditerranée pour protéger Israël et puis en mer Rouge, dans le Golfe Persique, un petit peu partout autour pour pouvoir protéger les alliés des États-Unis et évidemment les bases américaines elles-mêmes. Et maintenant que tout ce matériel est déployé offensif et défensif, il y a en réalité seulement 2 options pour les États-Unis. Soit l'objectif est réellement de mettre à mal la capacité de production de missiles balistiques iraniens et leur capacité à développer une arme nucléaire avec l'enrichissement, etc. Soit c'est vraiment une ambition de changer le régime, de faire tomber ce régime des mollahs qui est détesté par la population. Je rappelle qu'entre 70 et 80% de la population souhaiterait la fin de ce régime d'après les enquêtes qui ont été réalisées par Gaman en 2022 et en 2023 auprès de plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens, avec évidemment malheureusement un potentiel de déstabilisation pour l'Iran et éventuellement pour toute la région. Et ça, on a quand même un passif dans le domaine avec les erreurs des États-Unis dans cette capacité
capacité à oser faire des interventions sans réussir à les mener jusqu'à leur terme. Alors maintenant, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on a eu une attaque massive de la part des États-Unis, avec également l'engagement d'Israël, déjà parce qu'ils l'ont dit, mais qu'on a aussi retrouvé des boosters de missiles aérobalistiques Blue Arrow en Irak, ce qui prouve qu'ils ont directement été utilisés. Et on a donc des dizaines de vidéos avec des volées de missiles Tomahawk, là ici, qui sont en train de survoler l'Irak. On a de très nombreuses images de destruction en Iran, même si les images vont être rares, étant donné les coupures d'Internet par le régime des Mollahs. Et Trump a révélé que la mission s'appellerait Epic Fury. Encore un mauvais nom de film hollywoodien, mais pour ceux du coup qui se posaient la question de quelle était l'option et l'ambition stratégique des États-Unis, il est clair, ils ont frappé les centres de décision, les centres de commandement, là, avec le bombardement du complexe où vit normalement l'ayatollah Khomeini, des rumeurs de ciblage de personnalités politiques, dont le ministre de la Défense qui aurait été tué, ainsi que le chef des gardiens de la Révolution. Il y a également certaines bases de cet organisme qui protègent le régime qui ont été touchées, par exemple ici à Damavand, et accessoirement les sites d'information du gouvernement ont été piratés et expliquent que ces attaques ne sont pas conduites contre le peuple mais contre le régime, avec évidemment pour ambition de réveiller les contestations et faire tomber le régime. Et il y a aussi certains sites de lancement des missiles balistiques qui ont été visés pour réduire la quantité de missiles qui vont être tirés sur Israël et sur les alliés des États-Unis dans la zone. Mais globalement, les sites d'enrichissement d'uranium ou les sites de production, par exemple, des carburants pour les fusées et pour les missiles, n'ont pas été visés. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas ça l'objectif principal. Peut-être certainement que ça arrivera dans un deuxième temps. Mais si ça avait été seulement ça, effectivement, l'opération elle serait rapide et facile à obtenir. Là, le fait de frapper si largement jusque dans les centres de pouvoir, très clairement, l'ambition américaine est un regime change et on sait à quel point ça peut mal finir. Là, peut-être la chance, l'opportunité, ce serait d'avoir la contestation iranienne qui reprendrait jusqu'à refaire tomber ce régime qui est détesté par la population. Sauf que cette pression populaire, qui serait à mon avis la seule qui a la chance d'aboutir favorablement, elle a été réduite parce que les Américains et Donald Trump a incité la jeunesse à sortir et à faire tomber le régime il y a quelques mois alors qu'ils n'étaient pas prêts, les Américains, à les soutenir, ce qui a provoqué plusieurs dizaines, jusqu'à 35 000 morts parmi cette opposition. Et si les Américains se débrouillent bien, eh ben on peut espérer qu'ils ont déjà fédéré une opposition et qu'ils vont par exemple tenter de proposer à l'armée de se rallier à la population en opposition pour combattre également contre les Pasdaran, contre les gardiens de la Révolution, qui sont ceux qui essayent aujourd'hui de faire tenir le régime par la force, par la contrainte, puisqu'encore une fois, cette population, elle aspire à la liberté. Mais il va falloir dans tous les cas engager des dizaines de milliards de dollars pour reconstruire rapidement le pays et ne pas attiser le mécontentement contre un éventuel futur gouvernement qui serait moins anti-américain et peut-être plus laïque, et pour ne pas reproduire simplement les erreurs de l'Afghanistan, de l'Irak et de la Libye. Et dans ce scénario, il y a une énorme inconnue. Ces 150 000 Pasdaran, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des fanatiques islamistes qui veulent étendre la révolution islamique partout dans le monde, porter le fer, organiser des attentats jusqu'en France. Est-ce qu'ils vont simplement ranger les armes, devenir des civils comme tous les autres, laïcs? Évidemment, c'est compliqué, c'est difficile de l'imaginer, et donc il y a des craintes aujourd'hui que ces groupes créent une forme de résistance pro-islamique pour pouvoir continuer à organiser des attentats. Pourquoi pas faire une sorte d'État islamique qui serait chiite dans ce cas-là, mais beaucoup mieux organisé, avec beaucoup plus de moyens, et qui est déjà structuré aujourd'hui. Et ça, donc, c'est vraiment une grande crainte pour la stabilité future de l'Iran et de la région. Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas certaines zones qui pourraient tenter de rechercher plus d'autonomie, voire d'obtenir leur indépendance? Par exemple, on pense aux Kurdes, qui pourraient vouloir se rapprocher de leurs frères qui sont de l'autre côté de la frontière, ou alors les Azéris, qui représentent jusqu'à 20% de la population iranienne, et il y a donc plus d'Azéris en Iran qu'en Azerbaïdjan, ou encore les Baloutches, qui sont partagés avec le Pakistan, et qui ont déjà, pour certains d'entre eux, pris les armes contre le pouvoir iranien, donc ça peut vraiment partir dans tous les sens, sans compter évidemment les moyens de rétorsion iraniens, on l'a dit, les missiles qui ont été tirés à droite à gauche, mais également la possibilité de bloquer le détroit d'Ormuz par lequel passe 20% du pétrole exporté dans le monde, par voie navale et terrestre, et également le GNL qui est très important. Et ça va coûter des fortunes et des fortunes à l'Arabie Saoudite, à l'Irak, aux Émirats, au Qatar. Et tous ces pays-là, évidemment, ils reposent sur les exportations, donc ils ne peuvent pas tenir financièrement si le détroit d'Ormuz est bloqué. Et de l'autre côté, la Chine, l'Inde sont les premiers acheteurs de ce carburant. Et évidemment, s'ils ne peuvent plus continuer à en recevoir, ça va poser de grosses difficultés. Après avoir perdu le Venezuela, perdre maintenant l'Iran, pour la Chine, ça va vraiment être un problème stratégique.
Et la dernière crainte, évidemment, c'est l'extension du conflit, puisque l'Iran a tiré des missiles sur Israël et sur les pays qui hébergent les bases américaines, avec des frappes qui ont touché le sol, notamment à Bahreïn, où on voit cette frappe, la base américaine qui est le siège de la 5e flotte qui a été touchée. Et on a aussi beaucoup d'images d'interception de missiles dans plusieurs zones, le Qatar, aux Émirats, en Israël, avec là aussi cette question, est-ce que ces pays vont répliquer? Est-ce qu'ils vont s'engager? Est-ce qu'eux aussi vont participer aux opérations? Est-ce que ça ne va pas mener à une escalade dans la zone? Et puis je vous rappelle aussi que la France a un accord de défense avec les Émirats. Si les Émirats sont touchés, si nos installations sur place sont touchées, est-ce que ça veut dire que la France va s'engager également pour accompagner les Américains pour éviter un embrasement, pour essayer d'apaiser l'Iran ou de les empêcher simplement de continuer à tirer? Ça, c'est des vraies questions aujourd'hui. Est-ce qu'il peut y avoir un embrasement qui dépasserait l'effondrement hypothétique de l'Iran, évidemment? Mais dans tous les cas, il faut être clair, il y a peu de risques de pertes militaires américaines, mais s'il y en avait, ce serait évidemment dramatique avec un fort retentissement aux États-Unis. Et dans tous les cas, Trump, il va crier victoire, il va annoncer un grand succès politique, géopolitique, et quel que soit finalement l'objectif final, même s'ils n'arrivent pas à faire un régime change, à partir du moment où ils auront détruit quelques installations militaires, le programme balistique éventuel, encore un petit peu de nucléaire, après avoir prétendu qu'il avait été totalement détruit, s'ils le redétruisent une deuxième fois, il pourra toujours dire que c'est un grand succès de son point de vue, mais le pari est clairement osé, et si Trump s'arrête après quelques bombardements, ou alors après qu'un éventuel pouvoir un peu plus laïque arrive à prendre les commandes, eh bien l'opération pourrait être vouée à l'échec sur le long terme, puisqu'un éventuel changement de régime n'a jusqu'à présent jamais été un succès s'il s'est simplement mis en œuvre grâce à des bombardements qui ont été mis en place à distance. Il faut vraiment une assise populaire large et une opposition importante pour pouvoir passer sur un nouveau régime stable. Et évidemment, il ne faut surtout pas que ça aboutisse au même résultat que l'Afghanistan, où les talibans sont simplement revenus après que les États-Unis aient gaspillé 2500 milliards de dollars et subi 6400 morts, tandis que leurs alliés ont perdu plus de 1100 hommes, dont 90 Français et 158 Canadiens. Donc on va suivre la situation dans tous les cas. Faut être clair, l'Iran n'a aucun moyen de se défendre, même de détecter. Le ciel est complètement ouvert, ça va être open bar pour les Américains. Ils font ce qu'ils veulent, absolument ce qu'ils veulent dans la zone. Maintenant, la question c'est à quel point est-ce qu'ils sont résistants, à quel point est-ce qu'ils vont tenir et à quel point est-ce que la population est prête à se lever en masse pour pouvoir faire tomber ce régime et accompagner du coup cette évolution. Et il y a un autre point également, c'est la perte d'influence, une fois de plus, de la Russie, après avoir promis à Maduro qui serait protégé, après avoir promis évidemment à Bachar el-Assad qui serait toujours là, après l'accord stratégique qui a été conclu entre Moscou, Vladimir Poutine et l'Iran en janvier 2025, on voit bien que la Russie n'a aucun moyen de se faire respecter par les États-Unis. Voilà, on espère simplement que cette fois-ci, ça se passera moins mal qu'avec Bush en Irak, qui mérite rien d'autre que la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre qu'ils ont fait là-bas. Voilà. J'espère que ça vous a plu, c'était rapide, puis on va continuer à suivre cette actualité, et la prochaine vidéo, elle sera consacrée à l'Ukraine. Allez, je vous dis à très bientôt. I will prevent and very easily World War III, very easily.